Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je suis avec Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour Mickaël. Et l'idée aujourd'hui c'est de parler des 3 critères qu'il faut regarder quand on investit dans un immeuble, parce que Étienne est un spécialiste de l'investissement dans des immeubles de rapport. Tout à fait, oui. Donc j'ai voulu lui poser cette question-là, en profitant qu'on est tranquillement à Angers. Au frais. Au frais, voilà, on est à l'ombre, vous voyez qu'il y a le soleil derrière. Et parce que voilà, je pense que comme Étienne, on est d'accord là-dessus, sur le fait que l'immeuble de rapport, c'est une des niches dans l'immobilier qui est très intéressante, on va dire, par rapport à tout ce qu'on peut trouver comme de la location nue, de la location saisonnière ou du meublé. C'est une forme d'immobilier qui est extrêmement intéressante pour les raisons qu'on va évoquer. L'idée, c'est que c'est vraiment la manière la plus efficace en fait de devenir rentier, en tout cas de créer une rente. Donc pour l'avenir et de manière rapide. C'est-à-dire qu'en fait, avec un ou deux biens, on peut très bien se créer une rente qui est confortable. Ouais, bah oui, parce que forcément, au lieu de faire, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous avez vu les démarches que cela demande, la paperasse, le fait de trouver un financement, etc. C'est un petit peu lourd. Là, vous allez faire cette démarche-là pour avoir 4, 5, 6, 7, 8 appartements en une seule fois. Donc c'est ça aussi. C'est un peu l'objectif. En fait, on va créer, on va avoir besoin d'énergie pour créer un projet. Et ce projet-là, en fait, qu'on fasse un projet pour un appartement ou un projet pour 10 ou 15, c'est exactement la même énergie. Il va falloir aller voir le banquier, se battre avec lui pour avoir un bon financement, c'est-à-dire en mettant le moins de cash possible. Et surtout, la recherche, c'est ça essentiellement. C'est ce que tu dois avoir aussi, c'est qu'à un moment donné, on dépense énormément d'énergie dans la recherche. Si on a besoin, par exemple, de 8 appartements pour devenir rentier, c'est selon son propre critère, et bien en fait, on va devoir fournir 8 fois de l'énergie. En prenant un immeuble, voire 2 immeubles, en fait, on divise cette énergie et donc on la concentre pour 1 ou 2 projets seulement. Donc c'est ça l'intérêt. C'est un des intérêts. C'est un des intérêts. Il y a quand même d'autres raisons qu'on va évoquer. Alors justement, si on part sur les 3 critères qu'il faut regarder quand on choisit un immeuble de rapport, quels pourraient être ces 3 critères selon toi? Donc toi qui as, je le rappelle, une grande expérience dans l'investissement d'immeubles, puisque tu accompagnes des clients dans ce type d'investissement et tu as toi-même investi dans ce type. Je dirais que l'un des plus importants critères d'investissement, ça va être le rapport qualité-prix. C'est étonnant. On parle souvent d'emplacement. Moi, j'aime pas forcément ce terme emplacement. Placement, ça veut rien dire en fait. Si on a un emplacement à Paris, certes l'emplacement fait tout, mais si on a un rendement à 1%, aucun intérêt d'avoir un bon emplacement. Donc en fait, pour moi, le critère numéro 1, c'est vraiment le rapport qualité-prix. En gros, le prix, donc ça veut dire qu'on va ce qu'on va fournir, l'offre qu'on va fournir au locataire, on va dire un appartement à 400 €, et en face, on va lui proposer à 400 € un appartement refait à neuf, propre, dans les critères modernes comme on voit à la télé avec toutes les émissions de déco. Et c'est-à-dire qu'on va se mettre en haut du panier, et, tout simplement, l'offre va surgir. Même si on est dans une ville où il y a une surabondance d'offres, on va être le premier. On va se démarquer. On va se démarquer, on va être le premier à être pris. Donc en réalité, si on arrive à trouver un immeuble qui va être intéressant financièrement, on va pouvoir proposer cette offre parce qu'on va pouvoir rajouter en travaux, avoir des prix qui sont corrects. Je ne dis pas être en dessous du marché, mais au moins être au marché. Mais par contre, on va sortir, on va avoir des appartements colorés, donc on va tout de suite sortir du lot. Et là, vous êtes sûr de louer. Donc vous pouvez très bien avoir 500 annonces dans la même ville, dans la même rue. Si jamais vous avez une offre intéressante, vous serez le premier à être contacté. Et donc vous n'aurez pas de mal à louer. Donc on va oublier finalement le fait qu'il y ait plein de locatifs en trop, en surplus. On va se concentrer sur le fait que nous, on est sûr de louer. C'est vraiment ça. Alors justement, là, tu parles de l'emplacement, mais oui. La question qu'on se pose souvent quand on cherche un immeuble de rapport, c'est l'emplacement. Ok, tu dis que c'est pas important. Je me fais l'avocat du diable là, mais est-ce que c'est sécurisé et c'est viable d'investir dans un immeuble, dans on va dire un village ou une ville de 1000 ou 5000 habitants? Alors 1000 ou 5000, en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que si on a l'offre, le meilleur rapport qualité-prix, si on a une offre correcte, on peut très bien louer un appartement ou même une petite maison
tout à fait en milieu de la campagne. C'est vraiment ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui vont aller à la campagne vont avoir besoin d'espace. Donc si on loue un studio par exemple en plein milieu de la campagne, ça ne marchera pas. Ça va pas marcher, ouais. Parce que les gens veulent pour le prix et pour le fait qu'ils font l'effort d'aller plus loin, veulent avoir de l'espace. Donc on peut très bien louer une petite maison avec à 300 ou 400 euros en plein milieu du désert. Enfin, je vois par exemple dans le marché australien, il y a des maisons qui sont plantées au milieu du désert, il n'y a qu'une maison. Et ben, il y en a tellement peu dans le coin qu'elles vont être louées. Les gens vont se battre pour l'avoir parce qu'ils vivent, ils ont besoin de ça. Voilà. Et en France, c'est exactement la même chose. On a toujours tendance à aller vraiment dans les grands centres urbains en disant ça, hein. il y a 10 000 locataires potentiels, je vais louer. Mais en fait, on a juste besoin d'un locataire. Donc si on lui donne l'offre qu'il veut, donc on va être plutôt studio, petite surface dans les grands centres-villes. Moi, j'évite cette offre-là. Et on va être plutôt petite maison ou grande maison en campagne. Et surtout, on va acheter beaucoup moins cher la maison. Les gens vont rester beaucoup plus longtemps parce que quand on a de l'espace, on n'a pas forcément besoin de pousser les murs à chaque fois. Donc l'emplacement, je dirais, pour moi, il est secondaire. Il devient intéressant si on veut vraiment faire du prestige. Donc par exemple, il y a certains des clients, de mes clients ou même de personnes que je rencontre qui me disent, voilà, moi je veux que du centre-ville parce qu'il y a un côté prestige. Donc avoir tout simplement des beaux bâtiments en pierre de tuf et en plein centre-ville, c'est quelque chose d'important. Sauf que on se rend compte que ceux qui veulent investir et ceux qui veulent y habiter ne sont pas du tout les mêmes. Les personnes qui ont un peu d'argent, du patrimoine, veulent du centre-ville pour le prestige, mais en réalité, ceux qui habitent dans les appartements, c'est essentiellement des étudiants ou des jeunes salariés. Oui. Donc le problème, il est que c'est pas du tout cohérent. Si je demande à mes clients, est-ce que vous voulez habiter au centre-ville d'une grande ville comme Lyon, ils vont me dire ah ben non, c'est pas pratique pour les courses, etc. Donc en fait, il y a vraiment un côté prestige qui est important et qui se paye fausse, du coup. Qui se paye et surtout qui fausse un peu la donne parce que là, on va avoir un rendement plutôt à 5%. Alors qu'on va se décaler de 10 minutes, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, et là on va avoir un rendement à 7 ou 8, voire plus. Quoi. D'accord. Donc c'est ça. L'emplacement est important, et c'est plutôt intéressant d'être dans les centres-villes, mais attention à pas non plus surcoter les grands centres urbains. Ouais, donc ce que tu dis, c'est finalement l'emplacement n'est pas si important que ça, mais ce qui compte, c'est surtout d'avoir une offre adaptée au marché local. Et donc de connaître son marché, de connaître ce qu'attend un locataire dans cette ville-là ou dans ce type d'environnement. Exactement. Selon la tranche d'âge, on sait que les familles vont plutôt vouloir un petit bout de terrain. Les jeunes, ça ne les dérange pas d'être dans un 30 ou 25 ou 30 mètres carrés en plein centre-ville. Dès que vous avez 35-40 ans avec des enfants, vous n'avez pas envie d'avoir du bruit toute la nuit. Donc en fait, il y a vraiment, selon l'âge, on va avoir, et selon le type de ville, on va avoir aussi une offre très très différente. Donc ok, donc ça c'est le premier critère. Et quel serait le deuxième critère de choix d'un immeuble de rapport ? Après, on parle d'immeuble de rapport, donc on parle évidemment de rendement. En fait, le rendement, c'est quelque chose d'assez bizarre, mais on va comparer un rendement d'un produit financier. On va dire, tiens, j'ai un rendement sur mon fonds en euros à 5%, enfin maintenant c'est plutôt 2,5 que 5 d'ailleurs. Et on va mélanger avec un rendement de l'immobilier qui lui est fait avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait on a un effet de levier. Donc le rendement, lui, sur l'immobilier, je dirais, c'est un critère qui est important, c'est-à-dire qu'on va essayer de dépasser les 6-7% à la tranche d'autofinancement qui va être lié au crédit en fait. Plus on a un crédit bas, plus cet autofinancement va être bas aussi. Ouais, donc là, ce que tu dis pour expliquer aux personnes qui connaissent pas encore forcément, c'est qu'effectivement le mode de financement, c'est-à-dire le montant que vous allez emprunter puis le taux auquel vous allez emprunter, va déterminer finalement le niveau à partir duquel votre investissement sera autofinancé, c'est-à-dire à partir duquel les loyers vont payer le crédit, pour simplifier. Exactement. Donc on en a discuté justement hier, il y a énormément de personnes qui disent voilà, il faut absolument que ça s'autofinance, etc. Sinon, c'est pas un bon investissement. Je voudrais un peu rétablir ça parce que je suis absolument pas d'accord avec ça. Si on fait un projet immobilier à 5%, je dirais c'est beaucoup mieux que de rien faire du tout. Parce que les 5% en fait sont sur l'argent qu'on n'a pas. Donc c'est un effet de levier qu'on va mettre. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir à financer en fait tous les mois, on va avoir un effort d'épargne qui va être plus important. Donc selon
votre situation, je dirais, personnelle. Si vous avez des revenus assez importants comme médecin, profession libérale, cadre, etc., je dirais c'est pas très grave si on a 100 ou 200 euros de sa poche. Oui, tous les mois, voilà. Pour compenser. Exactement, pour compenser en fait les mensualités, la fiscalité et je dirais tout ce qui est taxes foncières, etc. Oui, parce que pendant ce temps-là, ouais. Excuse-moi, je rajoute un truc auquel je pense, qui est très important, auquel on ne pense pas avant d'investir, c'est que pendant ce temps-là, même si vous rajoutez un peu, en fait, vous capitalisez, c'est-à-dire que vous remboursez le prêt. Et donc, vous remboursez sur une mensualité, il y a à peu près 50% de la mensualité qui est du capital. Exactement. Pour vous. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Si vous avez, on va dire, une mensualité qui est à 1 000 €, chaque mois, c'est comme si vous enrichissiez votre capital de 500 €. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, ça vaut le coup, effectivement, de faire ça, même si vous rajoutez 100 € ou 200 € tous les mois. Le problème, il va être, si vous êtes, je dirais, si vous avez des revenus conséquents, etc., il n'y a pas trop de soucis à payer un petit peu plus, donc à descendre en dessous de ce seuil d'autofinancement. Par contre, là où c'est vraiment important, c'est celui qui va être trop juste au niveau de la banque, ou alors qui a déjà une résidence principale en paiement, et donc qui va être un peu limité par ses moyens financiers. Là, on va chercher vraiment un rendement plus élevé. Ouais. Et donc là, il va falloir qu'on aille un peu plus loin des centres-villes. Donc on va rester dans des centres-villes, mais de plus petites villes. Et donc là, on va chercher des rendements qui vont être plutôt autour de 10%. C'est un peu un critère pour beaucoup. Sachez qu'aujourd'hui, il y a même des villes où on propose des rendements à 12, 13, 14. Voilà. Et en fait, pour moi, les premiers projets, les 2 premiers projets sont très importants parce qu'ils vont vraiment impliquer la suite de tous les autres. Oui. Et donc, si on est limité en financement, on va aller plutôt sur du 10. Si on accepte un peu de prestige et accepte de payer un petit peu et qu'on veut du centre-ville, là, on va plutôt être sur du 7%. Maintenant, comme mon métier, c'est un peu l'optimisation, je pense que l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible au final, c'est-à-dire arriver à avoir un patrimoine qui génère des revenus et sans forcément travailler. Là, on va vraiment s'appliquer à aller à 10. Après, on va rentrer dans une zone que j'appelle la zone des 5 pattes. C'est qu'on va chercher le mouton à 5 pattes et là, malheureusement, on ne va jamais dans l'action. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours chercher la chose impossible à trouver. Le truc idéal. Donc, il n'y a pas d'idéal. Je dirais que si vous avez passé 1 an à chercher et que vous trouvez que du 8 ou du 9, restez sur du 8 ou du 9. Il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher un point supplémentaire. Ce n'est pas l'objectif. Donc, le rendement, c'est le deuxième critère auquel il faut faire évidemment attention quand on investit dans un immeuble de rapport. Oui. Bon, ça, c'est vrai qu'on s'y attendait parce que dans tout investissement immobilier, c'est un critère important. Mais là, c'est très bien que tu aies donné des repères par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Et puis aussi par rapport à l'influence que pourrait avoir l'emplacement, on va dire, ou le type de projet sur le rendement. Alors quel serait le troisième critère auquel il faut faire attention? Il y a un critère où je n'aurais pas forcément de nom pour ce critère-là. Le critère sans nom. Le critère sans nom, c'est tout simplement le critère de tranquillité. C'est-à-dire qu'en fait, on va investir dans un immeuble. C'est un bon nom, ça. Voilà, on va investir dans un immeuble. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le faire tourner en mettant le minimum de temps dedans. Et comment on fait ça? Si on prend un immeuble très rentable avec, je dirais, un petit peu type marchand de sommeil, là on va avoir des problèmes qui vont s'accumuler avec le temps, le bien va se dégrader, etc. Et donc là, au départ, on pense avoir un bon rendement, et au final, on va se retrouver avec quelque chose qui est un peu bancal, des locataires qui sont plutôt dans la tranche qu'on veut pas avoir. Ouais. Et donc, pour avoir ce critère de tranquillité, il y a 2 choses. C'est qu'il faut prendre le type de logement qui est vraiment adapté à la ville, à la demande. Et surtout, l'offre, comme on disait, le rapport qualité-prix, dans la qualité, il y avait quelque chose qui était important, c'était de rénover les appartements et l'immeuble. Au fur et à mesure qu'on va rentrer dans l'immeuble, au fur et à mesure que les locataires vont s'en aller, on refait des travaux, donc on injecte encore de l'argent, on refait d'autres crédits, mais on va avoir quelque chose qui va tenir la route. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer la salle de bain, refaire le sol, refaire la cuisine. Les 3 critères finalement les plus importants, c'est ces 3-là. Et on va relouer sans problème. Donc on passera par une agence. L'agence aura très peu d'efforts pour louer. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'être derrière pour la pousser. De les suivre. Etc. Et donc une fois qu'on a rénové entièrement un immeuble, déjà on est fier de ce qu'on a. Donc ouais. on va le montrer à la famille. Alors,
si on veut parler de ces sujets-là, évidemment. Et en fait, on va être fier de cet immeuble, il va se louer tout seul, et donc le facteur de tranquillité va être énorme. Par contre, le rendement sera un peu moins bon que si on avait fait marchand de sommeil. Le problème, c'est à la sortie. C'est-à-dire qu'à la sortie, on a, si on fait en SCI, à la sortie, par exemple, si on le revend. Si on le revend. Si on a créé une SCI, qu'on a un comptable et qu'on a 10 ans de tranquillité, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que ça se loue bien, il y a un rapport de gestion qui est un rapport de gestion en fait qui va permettre de montrer à l'acquéreur. C'est pas grave. Pardon. C'est le chat, pour les gens qui se demandent ce qui se passe. On aura en fait l'historique du bien et on va pouvoir le revendre. C'est-à-dire qu'en fait, on va payer un comptable et payer les frais d'une SCI, mais on aura la vraie l'historique complet sur 10 ou 15 ans ou 20 ans. Qui pourra rassurer un acheteur. Exactement. Et là, au final, on va pouvoir récupérer en fait l'investissement qu'on a fait dans la SCI, etc. Donc ce critère-là, pour moi, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, voilà, la location saisonnière, c'est beaucoup mieux, la location meublée aussi, c'est beaucoup mieux, c'est plus rentable, on est plutôt à 15 que 10, etc. Faut faire ça, etc. Le problème, c'est que si on fait la location meublée à la semaine, il va falloir changer les draps à chaque fois, il va falloir le faire éventuellement dans une copro. Alors si on le fait dans un immeuble, ça peut être intéressant, mais on aura énormément de travail à faire. Et donc plus on va faire de travail... C'est du travail, ou alors il faut déléguer, ça a un coût. On va déléguer, ça a un coût, donc ce ne sera pas rentable. Bien sûr. Et au final, est-ce qu'on fait la location nue, la location meublée ? J'aurais tendance à dire que vous avez 5 immeubles en location nue qui sont à 10%. Ça tourne, il n'y a plus besoin, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et donc le critère de tranquillité, il est là. D'accord. Donc c'est une certaine... j'ai bien aimé que tu disais qu'en fait on met en place un projet, c'est un projet à part entière. Tout à fait. Donc ça demande effectivement de s'investir un peu, surtout au début. Et l'idée c'est de gérer correctement le projet. Tout à l'heure, on en discutait juste avant la vidéo, tu disais de mettre le projet sur les rails, et j'aime bien cette image. Effectivement, quand on récupère un immeuble... on passe 1 ou 2 ans à récupérer tous les problèmes. Voilà, il faut corriger tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, que les locataires connaissent souvent. Il suffit d'aller leur parler, de leur dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui vous dérange, et de remettre sur rail l'immeuble. Et donc après, quand il est sur rail, il y a beaucoup moins d'efforts à faire dans la gestion et dans le quotidien. Et c'est un effort assez important, on le voit souvent, il y a beaucoup de propriétaires qui ont peur de leurs locataires. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment 3 catégories de propriétaires. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans la catégorie de gens qui vont voir leur locataire en face, qui vont faire face au problème. Il y a un problème, on va le régler. S'il y a un artisan à faire venir, on fait venir un artisan. C'est un effort. Mais par contre, les locataires, eux, sont contents. Et donc ils vont vous envoyer toutes les informations négatives sur l'immeuble. Ils vont vous parler, vous notez, vous enregistrez, vous faites ce qu'il faut dans les 6 mois qui viennent, et le problème est réglé. Et du coup, les prochains locataires, vu qu'on rénove au fur et à mesure, on va avoir que des locataires, je dirais premium, plus ou moins. Et au final, on va avoir un immeuble qui tourne tout seul. Si on se met dans la première catégorie de propriétaires, c'est-à-dire les marchands de sommeil qui cherchent que leur profit, on va aller acheter un immeuble à un rendement à 12 ou 13 parce que finalement il y a plein de problèmes, personne ne veut l'acheter, donc le rendement est plus élevé, donc le prix est plus bas. Et on ne fait rien, on attend, si les gens nous demandent, tiens, il y a une petite fuite d'eau, on fait le mort. Et puis 20 ans plus tard, on se retrouve, ça se vide, au fur et à mesure, ça se vide. Et 20 ans plus tard, on se retrouve avec un immeuble qui n'a aucune valeur et qu'on va revendre beaucoup moins cher que ce qu'on l'a acheté. Donc là, on a perdu tout le bénéfice qu'on aurait pu faire. Et après, entre les deux, il y a les propriétaires qui sont ni l'un ni l'autre, mais qui vont être un petit peu peureux, qui vont avoir tendance à dire « Oh, j'ai déjà rénové, je ne vais pas y retourner. J'ai déjà mis 5 000 € de travaux. Il m'embête un petit peu. » Puis, donc, ils vont aller ni vers les locataires, ni régler leurs problèmes de l'immeuble. Et au final, on arrive exactement dans la première situation. Donc vraiment, il faut affronter les problèmes, investir, c'est important, dépenser de l'argent, et surtout qu'elle est certainement plus en sécurité dans un bien immobilier qu'à la banque. Donc aujourd'hui, c'est aussi un autre élément.
Voilà. Ouais, donc, mais donc, en tout donc, cas, ouais, pour moi, on valorise son actif, hein, exactement. c'est-à-dire on l'entretient, on valorise, il faut le prévoir dès le départ. Hein, faut pas s'imaginer que parce qu'on fait un investissement, il va plus jamais falloir y injecter d'argent. Donc il faut prévoir de la marge justement pour pouvoir refinancer des travaux s'il faut le faire. C'est ça. Donc c'est important vraiment de faire ça comme un projet à part entière. Il faut le faire un peu comme un professionnel ferait tourner une boutique. Si il a une boutique, la devanture est pas belle, qu'il n'a pas du tout investi, qu'il se met dans une rue pas chère, et voilà, son projet tombe à l'eau. Si il investit de manière régulière, qu'il fait attention aux rentrées d'argent, aux sorties d'argent, et qu'il essaie de se mettre dans un bel emplacement, et qui fait venir à chaque fois les bons artisans, au moment où il va vendre sa boutique, elle va valoir plus. Et surtout, il y aura des revenus beaucoup plus importants. Et on est vraiment exactement dans la même configuration que le professionnel. Généralement, les entrepreneurs sont très bons pour gérer des immeubles parce qu'ils savent très bien gérer leur entreprise aussi. Donc c'est assez connexe. Et voilà, donc ça permet en fait de mettre déjà un projet sur les rails. S'il est déjà sur les rails, tant mieux. Donc il y a des gens qui ne veulent pas faire de travaux. Ça peut exister d'acheter un immeuble qui soit déjà bien sur les rails. Généralement, le rendement va être un peu moins élevé. Il va être moindre, mais on aura moins de soucis. Donc en fait, en réalité, souvent de fois, on voit des propriétaires, des clients qui vont faire un projet assez costaud et puis le prochain projet va être moins rentable, mais il y a moins de travaux. Et le prochain, hop, on revient sur des travaux. Donc on a une sorte de mix comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au final, on ait un immeuble qui soit bankable, qu'on puisse revendre facilement, soit l'unité, soit de manière groupée. Mais si on a tout refait, en fait, ça se revendra toujours. Après, alors, voilà. Par rapport, pour terminer, sur les immeubles, c'est vrai que souvent, moi, un peu les objections que j'entends quand je parle d'investissement dans un immeuble de rapport, c'est une des premières, c'est comment on sait que l'immeuble est bien. Par rapport à, par exemple, la toiture, s'il y a des gros travaux, c'est que pour notre pomme. Par rapport à une copropriété où on n'a qu'une petite partie à payer, tu vois, est-ce que l'immeuble va pas s'effondrer? Est-ce qu'on ne concentre pas le risque? C'est ce genre d'objection que j'entends. Bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire ça? En fait, quand je vois tous mes clients, moi-même, quand on voit en fait la charge de travail et le risque qu'on a dans une copro classique, si dans une copro classique, le toit s'effondre, vous êtes obligé de faire quelque chose et surtout ça coûte très cher. Donc certes, on a juste un tantième de l'immeuble, mais de toute manière, ça sera exactement la même chose. Si vous avez 10 copros, c'est vrai qu'on a tendance à dire, tiens, on va diversifier. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher au final parce qu'il y a quand même un syndic, il y a surtout des résistances dans chaque copro. Il y en a qui veulent faire des travaux parce que c'est plutôt personnes âgées, donc ils ont de l'argent à mettre et donc ils vont vouloir entretenir et puis faire trop de travaux. Parce que faut aussi préciser que quand on achète un immeuble de rapport, il n'y a pas de copropriété, puisque il n'y a qu'un seul propriétaire, en l'occurrence, nous. Oui, voilà. C'est quand même un gros avantage, il n'y a pas de frais de gestion. On fait ce qu'on veut, on est capitaine à bord. Si on a un souci, par exemple de toiture, si c'est juste des ardoises par exemple qui glissent, on peut appeler le couvreur, ça coûte 30 ou 40 € et on décide de faire la toiture 5 ou 7 ans plus tard, on fait tenir finalement la chose. Évidemment, on essaie d'éviter ce genre de situation. Si on achète l'immeuble et qu'on voit que la toiture est fatiguée, tout de suite on prévoit les travaux. Mais admettons, en fait, si on est en copro, on ne gère plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a un tantième qui est beaucoup plus faible. Donc, on va aller à 7, 8 ou 10 réunions de copro. Donc, c'est-à-dire quasiment une par mois. Quand on y va, on y va. Au final, personne ne sera d'accord avec nous. Là, on gère l'immeuble de la même manière. Et surtout, l'assurance, si jamais il y a un gros coup, l'assurance prend en charge. S'il y a le feu, s'il y a la tempête, l'assurance prend en charge tout. Donc exactement de la même manière que dans une copro. Donc au final, il n'y aura pas de différence. Dans une copro, il y a un risque auquel on ne pense pas, c'est que si on achète 3, 4, 5, 8 appartements dans des copros différentes, on va avoir des travaux régulièrement dans chacune de ces copros. Donc en fait, la rentabilité de chacun de ces appartements isolément va être à chaque fois plombée puisqu'il y a des travaux en permanence dans chacune des copros. Ça, c'est aussi pour moi un risque beaucoup plus important que d'avoir un immeuble. Oui, c'est ça. Et puis l'indice de tranquillité, pour le coup, il est vraiment pas bon, quoi, on dirait. Parce qu'en fait, on se retrouve à avoir beaucoup de temps à passer pour chacun des. Il suffit qu'il y ait une copro sur les 10 qui pose problème. Et là, c'est-à-dire, c'est à coup d'avocats, c'est à coup de réunions extraordinaires qui vont être facturées par le syndic, etc.
et on s'en sort pas. Et puis, enfin voilà, moi j'ai un seul appartement en copro et j'avoue que c'est celui-là qu'on a envie de se débarrasser, hein, c'est tout. Donc voilà, c'est être maître chez soi, c'est la base de la gestion de patrimoine, c'est gérer, être en capacité de gérer tous ces biens, que ce soit des actifs, des forêts, peu importe. Vous êtes en position de décision. On n'est pas dans une SCPI où là, vous payez et puis vous payez tout le temps, quoi. C'est dans des copros, on entend souvent « Ah oui, moi là, je suis là pour payer, mais pour avoir l'information, j'ai pas grand-chose, quoi ». C'est souvent ce qui ressort des copros. Donc voilà, il y a souvent des soucis de copro parce que l'humain est fait comme ça, c'est que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Celui, par exemple, qui va être tout à fait en haut va avoir tendance à dire le toit il fuit, donc répare-moi le toit. Celui qui est en bas, il dit la porte elle claque, répare-moi la porte. Je veux pas payer celui pour l'ascenseur. Milieu, voilà, il dit l'ascenseur il marche pas alors que celui du rez-de-chaussée il s'en fout. Donc c'est vraiment les intérêts sont divergents. Là vous êtes maître, c'est vous qui allez discuter avec vos locataires. C'est à vous de prendre les décisions et vous seul. Donc c'est vraiment pour moi un critère qui est très important. Ok, écoute, voilà. Merci Étienne. J'espère que ces informations vous ont aidé à déjà mieux connaître ce qu'est un immeuble de rapport, ce type d'investissement, voir aussi quels étaient du coup des critères et pas mal d'idées. Donc là, dans ce que Étienne a partagé, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de projets réalisés et donc ce qui fait que c'est en regardant comment on réalise ce type d'investissement dans un immeuble de rapport que vous pouvez aussi atteindre votre indépendance financière beaucoup plus rapidement qu'en faisant des projets d'appartements isolément, je pense aussi. Tout à fait. Bon. Merci Mickaël. Merci. Et bonne journée. Bonne journée.